En 1940, vous êtes au début de l'année, vous êtes encore à Épinal. La guerre, on est encore dans ce qu'on appelle la drôle de guerre, mais on imagine à tort que cette guerre n'a pas fait de blessés et que c'est une guerre sans vagues, etc. Mais il y avait des blessés quand même qui étaient soignés parce que Voilà. c'était des gens qui étaient sur la ligne. C'est ça. La ligne qui était, enfin, qui aurait dû être la ligne Maginot qui empêche l'invasion. Et en fait, il y avait toute une ligne de défense qui n'a pas tenu. Et donc, nous avons eu les premiers blessés, qui étaient presque tous des blessés par éclat d'obus. Et bon. Et de mines, on m'avait dit. Et de mines aussi. Et donc, il y avait un très grand hôpital militaire près de Épinal qui s'appelait l'hôpital Axo. Et nous avons accueilli les premiers blessés. L'arrivée de Pétain au pouvoir fut un soulagement, les Français lui faisaient confiance du fait de sa victoire à Verdun. Les jeunes pouvaient poursuivre leurs études, mais pas d'études supérieures sans prouver qu'on n'était pas... Enfin, pas d'études supérieures longues. Il fallait prouver à ce moment-là qu'on était à rien. Suivant le... Et qu'est-ce qu'on vous a, vous, obligé à faire quand je pense à ça, je pense par exemple au recensement. Au recensement, alors c'est arrivé, le recensement a été fait presque automatiquement, puisque les actes de naissance servaient de papier, bien sûr. Et si vous voulez, dans la première partie de la guerre, chacun vivait un peu mal, mais sans s'attendre à ce qui allait arriver après. Je parle de la population juive. Oui. Mais très vite, donc, les gens qui avaient des postes d'enseignants, il y avait par exemple à Épinal, qui était donc une petite ville, mais il y avait quand même un inspecteur primaire qui était quelqu'un de très très connu, inspecteur d'académie aussi. L'inspecteur primaire était juif, donc tout de suite révoqué. Et donc il est parti en zone libre, où là il pouvait travailler jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone libre. Voilà, d'accord. Mais quand les Juifs, on leur a demandé d'aller se recenser, ils l'ont fait spontanément. Ah, tout à fait. Tout à fait. Médaillé de la guerre de 14-18, son père ne se méfiait pas du recensement. Ah ben, le couvre-feu était très très strict. À partir de 6h30, par exemple, le soir, tout le monde devait être rentré. Il y avait les exceptions des gens qui, par leur travail, devaient rentrer plus tard. Mais enfin, déjà à Paris, les métros étaient toujours bondés et il fallait surtout pas rater le dernier. Mais bon, on vivait à peu près... on vivait. À partir de l'automne 1940, elle partit à Paris pour poursuivre ses études d'infirmière. Est-ce que vous avez ressenti, vous, particulièrement au début de la guerre, en tout cas dans ces années 40-41, une certaine forme d'antisémitisme de la population parisienne? Eh bien, pas trop. Honnêtement, pas trop. Et en fait, peut-être dans les, comment dirais-je, dans les groupes qui étaient très pratiquants, peut-être, mais en fait, c'était pas ça qui était au début de la guerre, en tout cas. Non, on ne ressentait rien de particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du mois de juillet 42 à Paris? Alors, en juillet 42, c'est le cataclysme. Parce que, en juillet 42, d'abord, les Allemands vont de victoire en victoire, partout. Et donc, à ce moment-là, sur le plan de la France, je ne peux pas trop parler des autres pays, mais en France, la vie a changé vers le 16 ou 17 mai, à partir du moment où les Allemands ont senti que la victoire arrivait pour eux. Et ils ont pris des mesures très, très, très dures pour non seulement les Juifs, mais la résistance qui commençait à s'organiser, les ouvriers qui militaient beaucoup dans le Parti communiste,
malgré quelque chose de particulier, puisque les communistes au départ étaient tout à fait anti-guerre, puisque même au début de la guerre, ça vous le savez sûrement, quand il y a eu l'invasion de la Russie dans le nord de l'Europe, les communistes étaient pour. Donc, on a été d'autant plus étonnés et contents que la résistance, au début certainement il y a eu de la méfiance, mais très vite les communistes ont prouvé qu'ils pouvaient aider. D'accord. Et comment s'est manifesté le danger, surtout dans l'été 1942 à Paris? C'est l'époque des rafles? C'est l'époque des rafles, mais avant il y avait déjà eu des attentats qui avaient supprimé des officiers supérieurs allemands, et ça avait eu un grand retentissement sur la population générale. Parce qu'il y avait par exemple, il y a eu des grands attentats à Châteaubriand, vous en avez peut-être entendu parler, et là il y a eu tout de suite on a fusillé 80 ou 100 personnes pour l'exemple, ce qui n'a pas empêché les attentats de recommencer. En fait, ils avaient commencé plus tôt, mais c'est à ce moment-là que la guerre a vraiment été très, très dure à tout point de vue. Et la rafle en particulier du Vélodrome d'hiver, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, Quel souvenir vous en avez? Bien sûr, j'étais même à Paris ce jour-là, et ça s'est passé sans que personne, évidemment, soit prévenu, et il y a des gens qui n'ont rien su. Il faut dire ça à leur décharge. Et quelques policiers français, puisque en fait les Allemands se sont déchargés sur la police française pour aller rafler les gens. Donc il y en a eu quelques-uns de sauvés, mais la plus grande partie a été arrêtée. Et avant, il y avait eu des notables, ils arrêtaient des notables juifs ou des notables tout court, avocats, médecins, enfin, c'était un plan qui était arrêté depuis longtemps pour faucher l'élite française. On peut dire ça. Son père se fit arracher ses décorations de guerre par des soldats allemands, et sa mère décida de partir en zone libre.